Et bonsoir à tous. Aujourd'hui, un sujet qui est extrêmement essentiel, qui est le sujet de la concurrence dans le business. Alors, comme j'aime bien faire à chaque fois, mettre un petit peu le cadre de ce dont on est en train de parler. Ce qui est évident, on sait tous qu'il est un interdit de voler. C'est interdit de voler un juif, un non-juif, un homme, une femme, un vieux, un jeune. C'est interdit de voler, point à la ligne. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est qu'en est-il de quelque chose qui va engendrer d'une certaine façon une perte à quelqu'un. Donc on n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de plus lui faire un dommage. C'est-à-dire si j'arrive et que je lui casse son ordinateur, je ne l'ai pas volé, je ne l'ai pas pris pour moi, mais j'ai pas le droit et je dois lui rembourser et j'ai pas le droit a priori de décider de lui casser son ordinateur. Même si je lui dis, moi je lui casse et je lui repaye, on dit très bien, t'es gentil, mais le fait d'être prêt à lui repayer ne te dédouane pas de l'interdiction de lui faire des dommages. Maintenant la question qu'on va se poser, c'est là où on va rentrer la finesse, a priori c'est assez clair pour nous tous. La finesse va être au moment où on va lui faire un dommage qui n'est pas clair. Je m'explique. Qu'en est-il d'un manque à gagner? Imaginons par exemple que j'ai un client qui va rentrer dans mon magasin, a priori il aurait acheté chez moi, et l'autre va venir et va l'attraper et dire viens plutôt acheter chez moi, c'est moins cher. Là, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans un cas de vol ou pas? Parce qu'au fond, voler, c'est prendre quelque chose qui m'appartient et le prendre pour lui. Ou faire un dommage, c'est venir, entre guillemets, avec quelque chose qui était à moi et il a perdu en valeur. Là, ce client, on ne peut pas vraiment dire qu'il était à moi. C'est vrai que, a priori, tout porterait à croire que ce client allait venir chez moi, mais au fond, il pouvait se passer plein de choses, il pouvait décider finalement de ne pas acheter, il pouvait ne pas être content du service, ne pas être content de plein de choses. Et il y a plein de choses qui auraient pu faire qu'au fond, ce client, même si moi je le vois comme mon client, ça y est, il est dans la poche, au fond il n'est pas dans la poche. Tant qu'il n'a pas payé, il n'est pas dans la poche. Donc la question qu'on va se poser ce soir et la prochaine fois, donc ce soir je voudrais essayer de mettre le cadre, essayer d'étudier bien les Gemarot et le Rishonim pour comprendre un petit peu les bases de comment est-ce qu'on va approcher la question de la concurrence. Et au prochain cours, on reverra ça rapidement et on parlera de tous les cas concrets et pratiques de nos jours pour savoir concrètement quoi faire. D'accord, comme on a fait la première fois pour le Gnevat Da'at. Donc, la question c'est comment est-ce qu'on va faire? Ce n'est pas du vol au sens propre, ce n'est pas du dommage au sens propre, c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est difficile de se dire qu'au fond, ce n'est pas du tout mon problème, tant pis pour lui. Eh bien, ce client, je ne vais pas lui voler son argent, mais tant que l'argent n'est pas mis dans sa poche, business is business. Pourquoi c'est problématique? Je sais qu'à Shabbat, j'ai posé une question dans ce cadre-là de savoir de concurrence, est-ce qu'on peut ou pas baisser les prix pour essayer d'attirer les clients chez nous. Quand j'ai posé la question, les gens ont sauté sur leur chaise, ont dit mais de toute façon c'est du business, il faut bien vivre. Alors c'est vrai que s'il faut bien vivre, c'est vrai que c'est du business, mais la question qu'on va se poser, c'est est-ce que tu aurais fait ça à ton frère? Tout simplement. Imaginons, il y a un client qui va aller chez ton frère, alors c'est vrai que toi aussi tu dois gagner ta vie, d'accord, mais tu vois il va pour sonner à la porte pour aller acheter chez ton frère. Est-ce que tu aurais le toupet de venir lui dire non, non, va pas chez lui, viens chez moi? A priori, tous, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément très bon ici. Et il faut savoir une chose, que la Torah, et ça c'est quelque chose qui est magnifique quand on va étudier toutes les lois qui traitent de Ben Adam la Chavero, des lois entre individus, c'est que la Torah ne veut pas juste que nous soyons des gens droits, pas juste que nous soyons des gens bien, mais elle désire que l'on s'aime les uns les autres. Ve'ahavta les rakamocha. Ça c'est un grand crédouche que j'ai eu, qui est tout simple, mais qui m'a changé ma vision des choses. Là, on est dans les 3 semaines, quelques jours avant Tisha B'Av, que quand on nous dit qu'on doit s'aimer, c'est pas juste se faire du bien, c'est pas juste pas se voler, mais on doit s'aimer. Et si j'aime mon prochain, je comprends que ma responsabilité vis-à-vis de lui-même, elle est au-delà du sens strict du vol, la preuve étant que je l'aurais pas fait ça à mon frère. Donc la question c'est où est-ce qu'on va trouver l'équilibre dans cette chose-là? D'un côté, je l'aurais pas fait à mon frère, mais d'un autre côté, ce client, stricto sensu, je peux dire que c'est pas du vol, et moi j'ai aussi le droit de gagner ma vie. Donc la question qu'on va se poser, c'est jusqu'à où on a le droit d'aller dans la concurrence. Ça, c'est une première chose. Maintenant, même si on dit, on a compris qu'il y a des limites. La question qu'on va se poser, c'est moi aussi je dois gagner ma vie, donc je suis bien gentil, mais c'est-à-dire, moi aussi j'ai le droit de travailler, j'ai le droit de faire de la ishtadlout, j'ai le droit d'essayer de vendre mon produit. Ah, mais en vendant mon produit mieux que l'autre, ça va faire que les clients vont venir chez moi, je suis désolé pour lui, mais je ne vais pas m'empêcher de vendre mon produit parce que ça lui enlève des clients. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, comment est-ce qu'on va définir, quand bien même on dira
que je ne dois pas aller lui piquer ses clients, comment est-ce qu'on va définir ses clients? Est-ce qu'une personne qui a déjà acheté une fois chez lui, alors pourquoi? Pour l'éternité, j'ai plus le droit d'y toucher, c'est son client? C'est un petit peu exagéré. D'accord? Et autre chose, la concurrence, c'est quelque chose qui est bonne pour le tzibour, pour le peuple, pour le monde. Pourquoi? Parce que les clients, ils veulent la concurrence ça fait baisser les prix. Je vous donne un cas tout simple. Imaginons que l'autre vend, mais vend à un prix très cher. Moi, j'arrive et je dis de toute façon, il y a une marge, il prend une marge de 200%. Moi, je peux couper la marge en deux, il y a encore largement de quoi gagner sa vie. En venant et en mettant la concurrence, au fond, qui est le premier bénéficiaire de la concurrence? C'est le consommateur. Donc, si on est trop dur dans les lois de la concurrence, c'est-à-dire qu'on interdit toute concurrence, qu'est-ce qu'on fait? On crée des monopoles et c'est pas bon pour une société. Donc, c'est ça les questions qu'on va essayer un petit peu de réfléchir ce soir dans les Gemara. Donc, troisième question qu'on va essayer de bien réfléchir, c'est si effectivement on dit qu'il y a un interdit dans la compétition, dans certaines façons de concurrence, est-ce que cet interdit-là est un interdit de la Torah? Est-ce que c'est un interdit des Rabbanan? Ou bien c'est juste ce qu'on appelle Mishum Tikkun Olam, c'est-à-dire que les sages n'ont pas vraiment interdit, mais c'est pas joli de faire ça. Où va être la différence? De savoir est-ce que l'autre peut venir m'empêcher de faire concurrence? C'est-à-dire, imaginons que c'est pas bien de faire concurrence, mais est-ce que l'autre peut venir le Beddin? Et le Beddin peut venir me dire attention, tu n'as pas le droit d'ouvrir ton magasin en face de ton magasin. Et si tu le fais, on va te fermer ton magasin, on va t'expulser de la communauté, on va te faire tous les moyens de pression qu'on a pour t'empêcher de venir faire cette chose mal. Première question. Et si je l'ai déjà fait, c'est-à-dire que j'ai ouvert mon magasin en face de l'autre alors que disons que c'était un cas dans lequel je n'aurais pas le droit de le faire, est-ce que je dois le rembourser du manque à gagner en disant que c'est du vol? Si j'ai volé, je dois rembourser. Si c'est pas vraiment du vol, peut-être que j'aurais pas eu le droit de le faire a priori, mais une fois que je l'ai fait, bah, ce qui est fait. D'accord? Dernier point, si c'est pas complètement interdit, juste c'est pas joli, alors là on est dans la zone grise de savoir où moi je me place. Ça veut dire que c'est vrai que Baba Salé l'aurait peut-être pas fait, mais moi je suis Baba Salé. D'accord? Donc on peut demander à tout le monde de ne pas voler, mais on peut pas demander à tout le monde de ne pas d'être Baba Salé. D'accord? Donc la question c'est quel degré? Est-ce que c'est 100% interdit? Est-ce que c'est juste c'est pas bien? Quelles sont les limites, etc. C'est de ça qu'on va parler ce soir et on commence tout de suite. Notre première source ce soir va être dans la Gemara. Donc, comme toujours, on prend comme base le super Olamot ils prennent des sources pour étudier les sugyot, c'est magnifique. Alors, premièrement, il est écrit dans la Torah. À un moment dans la Torah, justement, c'est dans le Sefer Devarim, là on y est, le dernier jour avant que Moshe meure, il réunit l'ensemble du peuple juif et il met au clair comment le peuple juif va se comporter. Et là, il fait un truc incroyable, il va leur dire des choses, il va dire, celui qui fait ça, il va être maudit. Et tout le peuple de répondre, Amen, qu'il soit maudit. Écoutez bien, la première phrase qu'on a ici, regardez. Arur masig gevul reu, ve'amar kol haram amen. Écoutez bien, qu'il soit maudit celui qui vient empiéter sur les plates-bandes de son frère, de son prochain, ve'amar kol haram, et tout le peuple juif a crié amen. Regardez ce que nous dit Rashi, mesig gevul, mahziro lachora ve'gonev et akarka lachon ve'oseg. C'est-à-dire qu'il attend qu'il ne le regarde pas et il va venir pour empiéter sur le terrain qui, a priori, lui est protégé. D'accord? Alors vous vous rendez compte que là, on a une malédiction de Moshe de tout le peuple juif pour quelqu'un qui ferait, a priori, quelque chose qui vient empiéter sur les plates-bandes de son prochain. Évidemment, il faut comprendre qu'est-ce qui est dedans et qu'est-ce qui n'est pas dedans. On commence tout de suite. On est dans Baba Batra. Baba Batra, c'est une Gemara qui est, d'ailleurs, il faut savoir que quand on étudie Choshen Mishpat, les lois monétaires, on utilise ce qu'on appelle les babot. Les babot, c'est quoi? Ce sont des portes. D'accord? Il y a Baba Kama, la première porte, Baba Metsia, la porte du milieu, et Baba Batra, la troisième porte, qui vont parler chacune de. Chaque masérek, chaque traité va parler d'un certain sujet sur les lois monétaires, des dommages, etc. Là, dans Baba Batra, on va parler notamment des dommages entre voisins. Donc, toutes les règles de copropriété, toutes les règles, ce qu'on va voir aujourd'hui de concurrence et de relations avec les voisins, elles sont traitées dans Baba Batra. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire chez moi? Est-ce que j'ai le droit d'écouter de la musique chez moi? Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir un business chez moi? Est-ce que j'ai le droit, etc. Ça, c'est des questions qui sont dans Baba Batra. Nous, ce qui nous intéresse, regardez ce qu'on nous dit. Amar Ravuna. Viens Ravuna, il dit la chanson. Hay bar mavoa. 7 habitants d'un mavoy. Alors, un mavoy, c'est quoi? On va parler souvent de cette chose-là.
À l'époque, les villes étaient organisées, qu'il y avait des grandes artères et il y avait des allées, d'accord, avec des petites maisons autour, comme aujourd'hui on aurait des rues à sens unique, d'accord, avec plein de petites maisons, comme des petites cités si vous voulez, d'accord, au sein de la grande ville. Donc Haïbar Mavoa, 7 habitants de cette petite cité, de cette petite ensemble de maisons. Des Oki Reche, qu'est-ce qu'il a pris? Il voulait gagner sa vie, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris sa meule et il a mis chez lui une meule et il a dit les amis, celui qui veut venir moudre son blé, il a qu'à venir chez moi. Il a ouvert un moulin, d'accord, un service de moulinerie, d'accord, de blé. Très bien. Veata bar Mavoa Chavre. Et vient un autre habitant de la même rue, qui habite là aussi, qui voit que ce qu'il fait, ça marche bien, il voit qu'il gagne bien sa vie, d'accord? Et ben alors, il est pas bête, il dit, ben alors moi aussi je vais faire la même chose. Vekamuke Gabe. Et lui aussi, il va venir mettre sa propre meule par-dessus lui, c'est-à-dire il va venir rajouter un autre prestataire de service pour offrir exactement le même service juste à côté de lui. D'accord? Donc dans un cas classique de concurrence, c'est-à-dire que jusqu'à un moment il avait un monopole, il était le seul à cet endroit, il va venir juste à côté de lui, quelqu'un qui va proposer le même service, et donc a priori, les clients qui naturellement n'auraient été que chez le premier vont, dans une certaine mesure sur laquelle on ne peut pas savoir, mais vont maintenant venir se diviser entre les deux, et donc on a un cas de dire que la présence du deuxième, a priori, va causer un dommage potentiel au premier. Dinahu, c'est la loi des Me'akev, il avait. C'est clair, nous dit Rav Huna, d'après l'avis de Rav Huna, qui peut être Me'akev. Me'akev, on va le voir très souvent ce nom, donc notez-le au passage, on apprend un peu d'araméen pour la Gemara. Me'akev, c'est empêcher. Dinahu, c'est la loi des Me'akev, il avait qui va pouvoir l'empêcher. C'est-à-dire que le premier qui avait déjà fait ça, son business ici, va lui dire, écoute Coco, moi, je gagne ma vie. Comme ça, tu ne peux pas venir exactement, encore une fois, on n'est pas sur l'allée centrale où de toute façon c'est un marché ouvert. On est dans un petit truc. Il faut imaginer un petit peu, d'accord, l'idée on est dans un yishou, dans un petit village. D'accord? Dans un petit village, il y a une boulangerie. Et il y a un autre qui dit, bah c'est une bonne idée, moi je vais ouvrir une deuxième boulangerie. Le premier lui dit, mais attends, tu peux pas faire ça. Comme dans tous les petits villages de France, il y a le village, il y a le café, il y a le truc, l'église, d'accord, et la boulangerie. Si tu ouvres une autre boulangerie, tu viens et tu me fais confiance et tu me prends mes clients. Donc, nous dit Rav Huna, le premier peut empêcher le deuxième de venir s'installer. Donc, Rav Huna pense qu'on va dans la protection de l'individu contre le libre-échange et la protection du deuxième. Vu que le premier était là, eh bien on estime que il est là, tu ne peux pas venir lui enlever sa place. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il peut dire des amarle? Parce qu'il peut lui dire, donc le premier peut dire au deuxième qui veut venir s'installer, kapasakt les chiyuti. Tu viens et tu m'enlèves ma source de revenus, tu m'enlèves Parnassa, tu n'as pas le droit de venir. De la même manière, tu n'as pas le droit de venir me faire un dommage en faisant perdre de l'argent. En faisant ça, tu viens couper ma source de Parnassa et donc tu n'as pas le droit de faire ça. D'accord? Donc on va bien garder en tête, d'accord? Rav Huna, vous avez bien en tête, hein, aujourd'hui il y a pas mal de baraïtot, pas mal de sources, d'accord? Moi je me le suis écrit ici pour avoir les choses au clair. Mais le premier c'est Rav Huna qui dit que même un voisin qui veut ouvrir le même business chez lui, c'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est quelqu'un qui est chez lui qui fait le même business. Le premier peut l'empêcher parce qu'il lui dit tu m'enlèves ma source de revenus. D'accord? Donc on retient bien Rav Huna, il est à l'extrême de protectionnisme de ce qui existe. Tu ne peux pas, il y a quelqu'un qui est là, tu ne peux pas venir y toucher. Lema c'est-à-dire disons, Messayel, nous avons une baraïta, donc un premier enseignement de l'époque de la Mishnah, donc un premier enseignement on est un peu environ entre moins 300 et moins 500 avant l'ère vulgaire, qui a l'air d'aller dans le même sens que Rav Huna. Malchikim metsudat hadag min hadag kimlo ritzat hadag. D'accord, ça fait une sorte de, on dirait comme c'est en vert. On éloigne metsudat hadag, le filet des poissons, min hadag du poisson, kimlo ritzat hadag, comme la distance qu'un poisson est capable de parcourir. C'est-à-dire que si un pêcheur, nous dit cette baraïta, un pêcheur a mis son filet dans l'eau, il a mis ses appâts à poisson, les autres pêcheurs n'ont pas le droit de venir jeter des filets
autour de ce filet qui a déjà été posé. Donc la Gemara vient et lui dit, d'accord, Vekama, Amar Rabba Bavaruna, Al Parsa. Vient ce Rabba Bavaruna et dit c'est quoi la distance qu'il faut s'éloigner? C'est une Parsa, c'est ce que c'est, en tout cas c'est une certaine distance. Quoi qu'il en soit, on a l'impression de là que ça va dans le même sens que nous on avait appris de Ravuna, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a quelqu'un qui s'est mis en place, il s'est installé ici pour aller prendre soit les clients, d'ailleurs c'est pas je veux dire on va pêcher les clients, mais soit aller pêcher les clients, soit pour aller pêcher les petits poissons dans la mer, dans les deux cas, une fois qu'il s'est installé, il est protégé et un deuxième n'aura pas le droit de venir installer son filet juste à côté. Donc c'est là dans le même sens. La Gemara n'accepte pas ça, c'est-à-dire que la Gemara vient pas, la Baraita elle est ce qu'elle est, mais elle dit tu ne peux pas utiliser cet enseignement pour venir renforcer ou pour venir prouver ce que nous a dit Ravuna à propos du magasin. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence. Shani, c'est différent. Dagim, c'est différent le cas des poissons avec le cas du marchand. Pourquoi? Des Yahive Sayara. Des Yahive Sayara. Alors là, il y a une discussion entre les Rishonim, mais on va voir, ça fait une discussion au niveau de la halacha. Qu'est-ce que ça veut dire de Yahive Sayara? Regardons ce qu'on veut dire Rachid. Yahive Sayara. Notnim ain behabatam lihiot noagim larutz lemakom shera'u sham mezonot. Ilkar kivan shehikir ze toro ונתן מזונות בתוך מלוא רצתו, בטוח הוא של כדו. דאבלה כמן דמטה ליד ונמצא חברו מזיק. אבל אחא מי שבא אצלי יבוא, ומי שבא אצלך יבוא. Alors, en version française, on dit la chose suivante. Un poisson, c'est pas un être humain qui a un libre arbitre. Un poisson, c'est facile. Un poisson, tu lui mets un petit verre devant lui. Alors, malheureusement, j'essaie de pêcher, c'est pas aussi facile. D'accord? Mais apparemment, quand tu es un bon pêcheur, d'accord? Les poissons, tu leur mets un appât à poisson devant eux, ils viennent automatiquement. Donc, vient, la Gemara nous dit, attends une chose. Rav Huna, de quoi il nous parle? Il nous parle d'un monsieur avec un magasin, avec des clients. Le client, peut-être il va acheter, peut-être il va pas acheter. Il a vu, c'est vrai qu'il est passé dans le magasin. Et il a envie, j'en sais rien, d'acheter un ordinateur, il va dans un magasin d'ordinateur. Est-ce que ça veut dire que parce qu'il est devant un magasin d'ordinateur et qu'il veut un ordinateur, forcément il va l'acheter? Non. Peut-être que ce jour-là, il n'avait pas envie d'acheter. Peut-être que finalement, il y a un autre magasin à l'autre bout de la ville, donc qui n'a rien à voir avec lui, mais dans une autre ville, qui l'intéresse, peut-être qu'il veut acheter sur Internet. Peut-être que finalement, s'il va trouver ça trop cher. Il y a mille et une raisons qui font que un client ne peut pas être considéré comme un client acquis par le magasin juste parce que le client est devant chez moi. Donc on se rappelle cette petite ruelle. C'est pas parce que j'ai un magasin qui vend des ordinateurs dans une ruelle et qu'il y a un acheteur potentiel d'ordinateur qui est dans la même ruelle qui va voir mon magasin, c'est pas pour autant qu'il a déjà payé. D'accord? Donc, nous dit la Gemara, d'après l'explication de Rashi, pourquoi c'est interdit pour les poissons? Parce que pour les poissons, c'est vrai que concrètement ils sont pas encore dans mon filet, mais c'est tout comme. Étant donné que à l'instant où j'ai mis mon filet, j'ai mis la proie, je sais que les poissons ils vont rentrer dedans et c'est comme si je les avais dans la main. Si tu viens et qu'en mettant toi-même ton filet et toi-même ta proie, tu me les enlèves, c'est comme si tu m'avais volé mes poissons, parce que bien qu'ils ne soient pas concrètement dans mon filet, c'est tout comme. D'accord? S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous me dites. Quoi qu'il en soit, c'est la situation de Rashi. D'autres Rishonim ne sont pas d'accord avec cette situation. On dit la chose suivante. Non, c'est quoi? Hein? Effectivement, c'est vrai que les poissons, quand ils voient un appât, ils sont obligés d'y aller. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas la différence entre les deux cas, le cas du marchand et le cas du poisson. Ça n'est pas le fait de savoir si le client était ou pas une certitude pour le premier vendeur, mais c'est de savoir est-ce que le deuxième vendeur qui va venir, est-ce que c'est une certitude qu'il va me les voler ou non. Je m'explique. Il y a un magasin qui vend des ordinateurs. Moi, j'ouvre mon magasin qui vend des ordinateurs. C'est très possible que les clients vont dire ah non, moi j'ai mon magasin d'ordinateur, il me connaît, il connaît ma tante, il connaît mes enfants, il m'a déjà réparé les trucs. Déjà avec lui, ça fait 30 ans que j'achète chez lui. J'ai déjà acheté mon premier Mac en 90 chez lui, etc. Il y a un nouveau magasin, moi je ne fais pas confiance. Moi, je veux acheter chez mon vendeur habituel. Et donc, dans le cas d'un vendeur, c'est pas sûr que le deuxième va lui piquer des clients en premier. Alors que dans le cas des poissons, vu que les poissons, ils sont bêtes et méchants, quand ils voient de la bouffe, ils viennent, ils mangent.
Eh bien, dans le cas deuxième, pourquoi est-ce que la baraïta interdit de venir mettre un appât à côté des poissons? Parce qu'en mettant un appât, c'est pas peut-être j'offre une nouvelle possibilité aux poissons de décider s'ils veulent ou pas venir dans ton filet ou dans mon filet. Si je mets un appât à côté d'eux, je les ai aspirés et je te les ai pris sûr de chez sûr. Donc là, on a, je suis désolé que El Malasot, la Gemara, c'est un petit peu compliqué, mais je vous ferai un tableau pour la prochaine fois bien propre, comme ça on aura bien les avis. Mais en tout cas, on a Ravuna, je répéterai à chaque fois, on va aller doucement pour bien saisir. Ravuna qui dit que dans le cas d'un magasin, le premier peut empêcher le deuxième de venir ouvrir un magasin concurrent. La Gemara a voulu prouver cette approche de Ravuna par le cas d'un poisson, de dire que quand un pêcheur a mis son filet, on ne peut pas venir mettre un autre appât à côté. Et la Gemara a repoussé la similarité entre les deux cas en disant, soit d'après Rashi, que dans le cas du pêcheur, le premier était sûr d'avoir les poissons, et alors que dans le cas du marchand, le premier n'est pas sûr d'avoir les clients. Donc c'est ça la différence d'après Rashi. D'après d'autres Rishonim, la différence c'est quoi? C'est que dans le cas du poisson, le deuxième, c'est sûr qu'il lui pique les poissons qui sont à côté de son appât, alors que dans le cas du magasin, le deuxième, c'est pas sûr qu'il va lui piquer les clients, peut-être qu'en fait il lui piquera aucun client. D'accord? Donc là on en est avec l'avis de Ravuna. On a appris des choses de cette baraïta, que dans un cas où, soit d'après Rashi, où le premier était sûr d'avoir les clients, dans ce cas-là, c'est clair qu'on n'aura pas le droit de piquer ses clients, ou de faire quoi que ce soit pour aller prendre des clients qui sont acquis déjà pour le premier marchand, ou d'après les autres Rishonim, on n'aura pas le droit de faire quelque chose qui est sûr qui va enlever des clients, même si c'est des clients potentiels pour le premier, si c'est sûr que je vais lui prendre, ce sera interdit. On continue notre réflexion. D'accord? Amar les Ravina, les Rava, est venu Ravina dire à Rava, Lema Rav Huna, de Amar ke Rabbi Yehuda. Ok, on n'a qu'à dire que Rav Huna, il est comme l'avis de Rabbi Yehuda. Pourquoi comme l'avis de Rabbi Yehuda? On a un autre enseignement, une Mishnah au nom de Rabbi Yehuda, qui a l'air de dire quelque chose qui s'inscrit totalement dans l'approche de Rav Huna. Écoutons ce que nous a dit Rabbi Yehuda. Detnan, c'est enseigné dans une Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Lo yechalek chanvani kelayot ve'egozim letinokot, mipne shemar gilan etzlo, ve'chachamim matirim. Et les sages permettent. Nous avons dans une Mishnah une discussion entre Rabbi Yehuda et les sages. Rabbi Yehuda vient nous dire la chose suivante. Si tu as un magasin, tu n'as pas le droit de venir distribuer des bonbons aux enfants. Pourquoi? Parce que, c'est l'explication de Rashi, que les gens à l'époque, ils n'allaient pas tout de suite toujours à la mécolote, toujours au magasin du coin pour faire leurs courses. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il dit, tiens, viens mon petit chéri, prends, voilà, 10 shekels et va acheter du sel, va acheter des pommes, va acheter des trucs. Et c'était les enfants qui allaient faire les courses pour leurs parents. Sauf que, il y avait déjà, là on parle d'un autre cas où il y a déjà deux magasins. Donc là, c'est pas un cas où il y a un nouveau qui veut venir, mais il y a deux magasins. Et un des deux magasins va décider de mettre en place une technique de vente améliorée, qui est la suivante, qui est... Alors excusez-moi, je vais te mettre tout le monde sur mute. Une petite seconde. Excusez-moi, si vous pouvez tous vous mettre sur mute, ça serait très bien. Voilà. Donc on continue, excusez-moi. Donc pardon. Donc là, il n'y a pas un magasin et un deuxième qui viennent faire concurrence. Il y a deux magasins qui sont déjà là. Mais un veut mettre en place une nouvelle technique de vente agressive. C'est quoi cette nouvelle technique de vente? Il dit, je vais distribuer des bonbons aux enfants, donc des égosimes. Donc il leur donne des noix, d'accord? Mais on peut dire aujourd'hui des bonbons. Et lorsque leurs parents vont leur dire, tiens mon petit chéri, va s'il te plaît acheter du sel. Et ben le petit garçon, il n'est pas bête. Il peut choisir un magasin. Évidemment que quoi? Qu'il va aller au magasin de celui qui lui donne des bonbons. Parce que c'est son copain, il donne des bonbons, etc. Donc, vient Rabbi Yehuda et nous dit la chose suivante. S'il y a déjà deux magasins qui sont en compétition, un des deux magasins n'a pas à remettre en place une technique qui va attirer
qui va aspirer les clients vers lui, parce qu'en faisant ça, il y a des clients qui naturellement auraient été chez l'autre, et par sa technique, va venir chez lui. Et les sages permettent. D'accord? Et les sages permettent. Alors là, c'est assez intéressant. Parce que Rabbi Yehuda, il va encore plus extrême, a priori, que Rav Huna. Rav Huna, il dit, il y a quelqu'un qui est installé, qui a sa parnassa, etc. Et l'autre vient. Là, il dit non. Il y a deux qui sont ensemble, on dirait que tu n'as rien le droit de faire pour venir attirer les clients chez toi. C'est un petit peu exagéré. La Gemara, la Gemara, elle va le sentir qu'il y a quelque chose de quand même très fort dans ce que dit Rabbi Yehuda. Afilu tema Rabbanan. Tu peux même dire que non. Que Rav Huna, c'est pas la discussion qui est entre Rabbi Yehuda et Rabbanan sur cette histoire de distribution de bonbons, c'est une discussion très extrême. Même Rav Huna, il n'est pas forcément aussi extrême que Rabbi Yehuda de dire que tu n'as pas le droit de donner des bonbons aux enfants. Pourquoi? Écoutez bien. Parce qu'il y a une différence entre dans le cas de Rav Huna et le cas de Rabbi Yehuda. Donc le cas de Rav Huna, je répète, c'est un magasin qui est déjà là et un deuxième qui vient lui faire concurrence. Le premier peut empêcher le deuxième d'ouvrir. Et le cas de Rabbi Yehuda, c'est le fait de deux magasins qui existent, un qui veut donner des bonbons aux enfants. Pourquoi? Tema Rabbanan. Atkan lo plige Rabbanan. Ale de Rabbi Yehuda. Hatam ela de amar le hanak amifligna. Hamgoze at palug shioski. Écoutez bien. Dans le cas qui oppose Rabbi Yehuda avec les sages, de savoir est-ce qu'on peut donner des bonbons. Les sages, ils ont dit non, ils ont le droit de donner des bonbons. Pourquoi ils ont le droit de donner des bonbons? Parce qu'il peut dire moi je donne des bonbons, moi je donne des noix, toi donne des amandes. Moi je donne des bonbons, toi donne des sifflets, donne des jouets, j'en sais rien. C'est-à-dire que il y a une grande différence entre le cas de distribution de bonbons et le cas de Rav Huna. Le cas de Rav Huna, il y a une personne qui est là, qui gagne sa vie. La venue du deuxième va de facto lui faire baisser ses ventes. Donc, Rav Huna dit, c'est quoi une action de quelqu'un qui va me faire baisser mes revenus, qui va me faire baisser ma parnassa, ça s'appelle un dommage. Et un dommage est interdit par la Torah, et donc j'ai le droit de faire des choses pour me protéger et t'empêcher de me faire un dommage. C'est de ça qu'a parlé Rav Huna. Mais le cas de Rabbi Yehuda, l'interdiction de donner des bonbons à des enfants, il dit ça c'est complètement extrême. Pourquoi? Parce que ces deux magasins qui sont là, et on dit ah c'est pas juste, il lui donne des bonbons, alors maintenant ils vont chez lui. Mais on dit quoi, t'es pas content? Toi aussi t'as l'heure des bonbons. Étant donné que l'autre fait quelque chose que moi aussi je peux faire, comment tu peux dire que tu me fais un dommage en donnant des bonbons? Je ne fais pas un dommage. Tu dois leur donner des bonbons, toi aussi tu as des bonbons. D'accord? Donc la Gemara repousse encore une fois cette tentative de prouver les paroles de Rav Huna par les paroles de Rabbi Yehuda en disant non, le cas de Rabbi Yehuda c'est un cas qui est très extrême, d'accord? Alors que le cas de Rav Huna c'est au fond, c'est un cas qui est beaucoup plus compréhensible. D'accord? C'est un cas qui est beaucoup plus compréhensible. Il y a quelqu'un qui est là, un deuxième va venir s'installer. Lorsque le deuxième va s'installer, il y a une très forte chance qu'il va venir lui réduire sa parnassa, et ça s'appelle un dommage. Et un dommage, c'est interdit par la Torah. D'accord? Donc pour l'instant, je répète, on a vu trois sources qui nous disaient que un magasin qui est présent seul peut empêcher un autre magasin, même si c'est son voisin, d'ouvrir chez lui le même business. On a essayé de prouver avec la baraita sur les poissons. On avait dit que les poissons, c'était un cas qui était différent. Parce que les poissons, il y a quelque chose d'automatique dans le fait d'acquérir des clients, même s'ils ne sont pas chez moi. Donc, enfin, ils ne sont pas chez moi, mais c'est comme s'ils y étaient déjà. D'accord? Et le cas de Rabbi Yehuda, le fait de donner des bonbons aux enfants. Et là, on a dit que donner des bonbons aux enfants, c'est pas interdit. Parce que les deux peuvent faire la même chose et donc il n'y a pas une question de concurrence déloyale, c'est juste une question de vouloir donner un bon service. C'est comme si tu dis ah mais lui il est poli avec les clients alors tout le monde va chez lui. Bah, très bien, toi aussi t'as qu'à être poli. Ah mais lui son magasin il est propre alors les gens ils vont chez lui, c'est pas juste. Bah, t'as qu'à laver ton magasin, etc., etc. Étant donné que l'autre fait quelque chose que moi je peux faire, je peux pas venir me plaindre Badin, empêcher l'autre de faire ça, alors que oui, bah, t'as qu'à le faire toi aussi, et tant mieux pour les clients, que les clients aient un bon service. D'accord? On continue dans la Gemara. Métivé. Là nous avons maintenant un métivé. Métivé ça veut dire quoi dans la Gemara? D'accord, au passage on apprend un peu à étudier la Gemara. Métivé, ça veut dire que je veux venir opposer à un enseignement mishnaïque, donc de l'ordre de l'époque de la Mishnah, un autre enseignement de la même époque, donc du même poids, de la même valeur, qui a priori vient contredire ce qu'on a déjà dit. Métier. Ose Adam chanut betzad chanuto shel chavero, ou melchatz betzad melchatzo shel chavero.
ואינו יכול למחות בידו, מפני שיכול לומר לו, אתה עושה בתוך שלך, ואני עושה בתוך שלי. Là, la Gemara, elle dit, Rav Huna, vous vous souvenez Rav Huna qui a dit que une personne qui a déjà un magasin peut empêcher l'autre d'ouvrir un concurrent, etc. Et on était resté sur cette idée depuis tout à l'heure. La Gemara vient dire, mais écoutez, moi j'ai un autre enseignement de la même époque qui dit complètement le contraire, qui dit dans les mots, Ose Adam Chanout Betsan Chanuto Shel Chavero, une personne peut ouvrir un magasin à côté du magasin de son ami. Ou Melchaz Besam Melchatso Shel Chavero, ou bien un établissement de bain à côté de l'établissement de biens de l'autre. Et le premier ne peut pas empêcher le deuxième. Pourquoi? Parce que le deuxième lui dit, mais écoute, toi tu es chez toi, tu fais ce que tu veux, moi je suis chez moi, je fais ce que je veux. En quoi le fait que tu aies ouvert un magasin va venir limiter ma liberté de pouvoir exercer ma profession, mon travail chez moi? Moi, je ne suis pas en train de venir chez toi pour te faire un problème. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Ah, t'es pas content? Bah, t'es pas content. D'accord? Donc, a priori, là, nous avons un autre enseignement qui va complètement contre Rav Huna. La Gemara, elle est 110. Tanaehi. C'est quoi Tanaehi? Il dit, ben, vous savez quoi? C'est vrai. C'est vrai. En fait, cette question de savoir si on peut ou non empêcher un concurrent de venir s'installer à côté d'un établissement qui existe, eh bien, c'est une marloquette, c'est une discorde entre les sages de la même époque d'entre les Tanaïm de l'époque Mishnahik. C'est-à-dire que ce n'est pas un avis qui a été tranché dans la Mishnah, il y a deux avis. Donc Rav Huna qui dit que le premier peut empêcher le deuxième, c'est un avis. La deuxième Baraïta qui nous a dit qu'il ne peut pas empêcher, c'est un autre avis. Et moi, pour vous prouver ça, je vais vous donner un autre enseignement dans lequel on voit les deux avis d'un coup. Donc comme ça, je vous ai prouvé tout simplement que la question de savoir si on peut ou non empêcher quelqu'un de venir s'installer à côté de chez nous, c'est une marloquette Tanaïm. Alors évidemment, ok, je ne vous laisserai pas sur votre faim, cette marloquette, on va la trancher pour savoir dans la halakha concrètement est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas. En tout cas, il faut savoir qu'au niveau de la Mishnah, ce n'est pas quelque chose qui est évident, d'accord? Parce que vous voyez bien que les sages ne sont pas forcément d'accord. Et après, au niveau des Rishonim au moment du Moyen-Âge et du Shulchan Aruch, on va trancher ça. Alors écoutez bien la marloquette. Tanaï, c'est une marloquette entre les Tanaïm. Des Tanya, parce qu'on s'enseigne dans une baraïta, donc l'enseignement de l'époque de la Mishnah. Kofin bne mavoot ze et ze, shelo loshi benehem lo chayad velo bursaki, velo melamet tinokot. Ok, velo echad mibne baale moniot. Ok, donc il dit la chose suivante. Ah, excusez-moi, point. La baraïta, au début, elle parle de quelque chose qui est autre, d'accord? Donc elle parle après d'un autre sujet, qui est aussi un autre sujet qui est très intéressant, qu'on pourra éventuellement étudier si vous voulez, qui est le sujet de faire du dommage de copropriété. Donc là, nous dit cette baraïta, une copropriété peut empêcher quelqu'un de venir ouvrir un business au milieu d'une zone résidentielle. Si par exemple j'ai un immeuble, d'accord? Moi, je veux maintenant ouvrir une synagogue dans ma maison. Mes voisins peuvent me dire, tu n'ouvriras pas une synagogue dans ta maison. Je dis, mais pourquoi? C'est ma maison, je l'ai achetée. Si j'ai envie de faire une synagogue, je sais bien. Ils disent, non. Je dis, pourquoi? Vous êtes des Réchaïm, c'est pas possible. C'est bien une synagogue. Je dis, non. Pourquoi? Les gens, ils rentrent, ils sortent. Quand demain, on va vouloir vendre notre maison, on va dire, on ne veut pas acheter dans une maison avec une synagogue, etc., etc. D'accord? Encore aujourd'hui, il y a eu un cas, une grande association que je connais bien, qui avait acheté, il y avait un donateur qui avait acheté un espace immense au cœur de Paris, un truc immense, d'accord? Et il pourrait faire un centre pour jeunes et un centre juif. Maintenant, les copropriétaires ont dit, oulala, non, un truc de juif dans notre immeuble, on va avoir la sécurité, des gardes, il peut y avoir des attentats, des trucs, etc. On veut pas, on refuse, on n'avait pas le droit de le faire. Alors là, hein, écoutez bien comment ça s'est. Vous voyez les choses de la vie, comme quoi c'est fait. Ils n'avaient pas le droit d'empêcher, parce qu'au fond, là, en tout cas, les lois en France font qu'ils n'avaient pas le droit. En tout cas, d'après les lois de la Torah, ils auraient le droit d'empêcher. Mais d'après les lois de la France, ils n'ont pas le droit d'empêcher. D'accord. Elle dit non, on ouvre quand même. Sauf qu'entre-temps, ils ont fait passer une loi que tout lieu public devait avoir une rampe d'accès handicapé. D'accord? Pas de problème, pas une rampe. Sauf qu'une rampe d'accès handicapé, elle doit faire une certaine taille réglementaire. Et donc, eux, pour pouvoir faire cette rampe d'accès, ils devaient rajouter, je crois, 3 cm. Mais pour avoir le droit de casser et de rajouter 3 cm, il fallait l'accord des voisins. Et ça, les voisins ont dit non, on ne vous donne pas l'accord de faire les choses. Donc, ils n'ont pas pu ouvrir le centre, ils ont dû revendre le lieu.
Quoi qu'il en soit, donc là, la Baraita nous dit autre chose que les copropriétaires peuvent empêcher une des personnes de venir faire une profession chez lui, même s'il est chez lui. Pourquoi? Parce que ça fait du bruit, ça va faire réduire le prix de nos appartements, etc. Bon, ça, c'est pas notre sujet. On continue. Parce que ça, c'est notre. Velo echad mibne ba'ale umaniot. Et s'il y a quelqu'un qui est dans cette résidence, dans cet ensemble dans cette copropriété, on va dire, et qui exerce un certain métier, il ne pourra pas empêcher l'Ishreno, son voisin, Velishkeno et Nokofo. Il ne pourra pas empêcher un de ses voisins de venir faire sa profession. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je suis chez moi, ça se fait souvent, d'accord? Je suis chez moi et je suis médecin. Donc je suis chez moi et j'exerce la médecine chez moi. Donc j'ai mon cabinet et ma maison dans le même endroit, d'accord? Et maintenant, j'ai un voisin qui avait des enfants. Et le petit vient de finir ses études de médecine. Il dit super, je vais commencer. Bah très bien, je vais ouvrir un autre cabinet médical chez moi. Et maintenant, j'ai mon voisin qui est aussi un autre cabinet médical. Alors vient la Baraita et nous dit la chose suivante. Il ne Velishkeno Enokofo, son voisin, il ne pourra pas l'empêcher d'ouvrir son magasin. D'accord? Donc ça va contre l'avis de Ravuna. Rashbag Omer Avishkeno Kofo. Rashbag vient et dit non, même son voisin, il peut l'empêcher, comme l'avis de Ravuna. Donc là, la Gemara nous a amené un nouvel enseignement dans lequel on a les deux avis, un de Chachamim et un de Rashbag, d'accord, de Rabbi Shimon ben Gamliel, un qui dit il ne peut pas l'empêcher et l'autre qui dit oui, il peut l'empêcher. Donc on a retrouvé effectivement deux avis, à savoir si oui ou non une personne peut empêcher son voisin d'ouvrir un business qui va rentrer en concurrence avec son business actuel. Maintenant écoutez bien. Jusqu'à maintenant on n'avait pas vraiment parlé de cette finesse-là. Au fond, il y a une différence de savoir si c'est une personne qui est complètement étrangère qui va venir ouvrir un magasin chez moi. J'ai envie de lui dire, écoute, qu'est-ce que tu viens ici pour venir ouvrir un magasin? Qu'est-ce que tu viens faire? Imaginez encore, reprenons l'image du petit village. J'ai un petit village, je suis un boulanger. J'habite ici, on est boulanger de père en fils depuis le temps. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui habite à l'autre bout de la France qui va venir pour ouvrir une boulangerie dans notre village. On dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? T'es venu pour me prendre mon argent? Pars d'ici. D'accord? Ça, c'est une chose. Maintenant, si par contre, il habite ici, et lui, Enmalasot, il habite là, et maintenant, il est là, et son métier, c'est qu'il est boulanger. D'accord? Il habite là, et c'est vrai que tu as ouvert le premier, mais moi, j'habite ici, c'est ma vie, je suis truc, etc. Mon fils, maintenant, il a grandi, il est devenu boulanger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas exercer parce que monsieur a déjà ouvert sa boulangerie. Alors lui, il ne peut plus gagner sa vie, lui, il va mourir de faim parce que toi, tu as déjà ouvert ta boulangerie. Ben non, c'est pas normal. Donc la question qui va être, c'est de savoir d'où vient le concurrent. Si le concurrent est chez lui, alors c'est pas la même chose que s'il vient de l'extérieur pour venir me faire concurrence. Regardez ce qu'il dit. Amar Rav Huna Bere de Rav Yoshua. Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'on a deux Rav Huna. On a Rav Huna, qui était le premier, vous vous souvenez au tout début, donc Rav Huna, celui qui a dit que on peut empêcher, un magasin peut empêcher un deuxième concurrent de venir, même si c'est mon voisin, je peux empêcher mon voisin d'ouvrir un magasin concurrent. Et on a Rav Huna Bere de Rav Yoshua, donc Rav Huna, un autre Rav Huna, le fils de Rav Yoshua, donc c'est un autre. Pshitali, dit comme ça. Pshitali barmata achite matzime akev. Il dit la chose suivante. C'est évident pour moi que si ils viennent d'une autre ville, c'est évident pour moi que j'ai le droit de l'empêcher. Quelqu'un qui vient d'une autre ville n'a pas le droit de venir dans ma petite ruelle pour ouvrir le même magasin que moi en face de moi. Ça, nous dit Rav Huna Bere de Rav Yoshua, il dit ça, c'est clair qu'il peut l'empêcher. D'accord? Évidemment que Rav Huna sera d'accord, parce que Rav Huna, il pense que même le voisin, je peux l'empêcher. Alors, plus forte raison, celui qui vient du bout du monde. Donc, déjà venu, on a déjà réglé un problème, les amis, on peut s'en laver les mains, que si une personne, évidemment, on verra qu'on parle de la Khalima assez, d'accord, mais d'après en tout cas la Gemara, si le concurrent vient de l'extérieur, il n'a rien à voir ici, il vient chez moi pour venir me faire concurrence, eh bien, j'aurai le droit de le repousser selon et l'avis de Rav Huna et l'avis de Rav Huna Bere de Rav Yoshua. Donc, ça, il dit, c'est évident. Ve'ishayach bekarga dehacha lomatim me'akev. Il dit même chose. Écoutez bien. Si il n'habite pas vraiment dans ma ville, mais il paye des taxes
au gouverneur de la ville, eh bien, hein, au fond, ces taxes, pourquoi il paye des taxes? Pourquoi tu payes des taxes de copropriété, des taxes de foncières? Tu payes des taxes foncières parce que tu dis je suis un habitant de la ville et je veux avoir tous les droits, avoir les mêmes droits que tous les autres habitants de la ville. Donc bien, si même moi j'habite pas là, vu que je paye des taxes ici, ça me donne les mêmes droits. D'accord? Il y avait toujours là, quand on était petit, d'accord, ça n'a absolument rien à voir, mais une petite anecdote. Quand on était à Deauville, je sais pas aussi, la place Morny, il y avait un petit truc qu'on pouvait jouer. On jouait au ping-pong, il y avait des trucs de jeux vidéo, etc. D'accord, il y avait une réduction pour ceux qui habitaient en Normandie. Alors, il y avait plein de gens, des juifs parisiens, qui avaient acheté des maisons et ils disaient, bah, nous aussi on veut les réductions. Et tu es obligé de leur dire, il ne peut pas dire oui, mais vous n'êtes pas vraiment des Normands. D'accord? Si je paye dans la ville de Deauville, je suis un Deauvillais. Qu'est-ce que tu veux? Quand je paye par mes taxes, j'accepte le droit de jouir des mêmes droits que les autres habitants. Donc, nous dit Rav Huna Bered Rav Yoshua que s'il vient d'une autre ville, c'est sûr qu'il peut le repousser. S'il vient de la même ville, ou même s'il n'habite pas là, mais qu'il paye les taxes foncières ici, c'est sûr qu'il ne peut pas le repousser. D'accord? Parce qu'il paye. Bar Mavoa. À Bar Mavoa, des nafshe lomati me'akev. Maintenant, si il vient et qu'il habite là, il est là. Je ne peux pas l'empêcher. Donc Rav Huna Bered Rav Yoshua, lui dit clairement contre Rav Huna que si il est chez lui, je ne peux pas l'empêcher. D'accord? Donc venez, on refait encore un peu d'ordre. Si il vient de l'extérieur, d'après tous les avis, je peux l'empêcher. Si il vient de la ville et qu'il veut ouvrir un autre endroit dans la ville, dit Rav Huna, je ne peux pas l'empêcher. Maintenant, l'endroit où l'endroit où on va avoir une marloquette, c'est si il est chez lui, on habite tous les deux dans la même ruelle. Moi, je suis chez moi, lui, il est chez lui. D'après Rav Huna, je peux l'empêcher d'ouvrir. Je dis, tant pis, tu fais ce que tu veux comme métier, mais tu fais pas la même chose que moi. Et d'après Rav Huna Bered Rav Yoshua, je ne pourrais pas l'empêcher parce que je dis, toi, tu vis ta vie chez toi, moi, je vis ma vie chez moi. D'accord? Ba'e Rav Huna Bered Rav Yoshua. Ce même Rav Huna Bered Rav Yoshua, il dit la chose suivante. J'ai une question. Bar Mavoa Achina. Maï. Mais qu'en est-il? Donc, Rav Huna Bered Rav Yoshua, il dit, pour moi, c'est clair. S'il vient du bout du monde, je peux le dire, rentre chez toi, ne viens pas chez nous. Si il habite là, je ne peux pas l'empêcher de faire ce que je veux chez lui. Question de ce Rav, il dit par contre, le cas où je ne sais pas, c'est s'il habite dans la rue d'à côté, il est dans le même quartier. Mais lui, il veut ouvrir son magasin, pas chez lui, pas dans sa rue à lui, mais dans ma rue à moi. Est-ce que je peux l'empêcher ou pas? Parce que d'un autre côté, c'est pas qu'il vient du bout du monde, c'est pas un étranger. D'un autre côté, il habite pas là, il vient, il se déplace. Pourquoi tu vas ouvrir juste en face de chez moi? Déjà, ok, d'après Rav Huna Bered Rav Yoshua, je peux pas l'empêcher d'ouvrir en bas de chez lui. Mais qu'il ouvre en bas de chez lui, pas en bas de chez moi. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il va choisir? Imaginons, il y a un quartier, il y a une boulangerie, l'autre il va ouvrir une autre boulangerie. D'accord, mais tu vas pas l'ouvrir collé à ma boulangerie. D'accord? Donc il pose la question. Est-ce que dans ce cas-là, j'ai le droit ou pas de l'empêcher? Teiko. C'est quoi Teiko? C'est Tishbi, Yetaretz, Kushiot ou Barayot. Ça veut dire quoi? La Gemara dit, c'est quand Mashiach va venir, aujourd'hui, Mashiach va venir, il va nous donner la réponse à ça parce qu'il nous dit, Rav Huna Bered Rav Yoshua, il dit, en tout cas, dans ce cas-là, je ne sais pas. Donc je refais de l'ordre sur cette Gemara, d'accord? Si vous trouvez ça un petit peu, si vous trouvez ça un peu compliqué, c'est normal, la Gemara c'est compliqué, d'accord? Mais vous allez voir, ça va rentrer et au fur et à mesure qu'on va voir les Rishonim, on va jouer avec Rav Huna, avec Rav Huna Bered Rav Yoshua, alors on va voir. Mais déjà, on va voir déjà notre grande marloquette qu'on a, c'est la chose suivante, d'accord? Donc déjà, on va voir ce qu'on n'est pas de marloquette. Si on parle de quelqu'un qui vient du bout du monde, qui ne peut pas venir chez moi pour venir me faire concurrence, ça c'est clair. D'accord? Je viens de voir la question de dire s'il vient et il emménage pour venir, il n'y a pas de problème. S'il vient, il emménage, il habite ici. D'accord? Étant donné qu'éventuellement, peut-être on peut dire non, on t'empêche, on ne veut pas que tu habites ici. D'accord? Mais bon, une fois qu'il est venu, il l'a acheté, on ne l'a pas empêché. D'après l'avis, quand tu as le droit de faire ce que tu veux chez toi, il est chez lui, il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est pas de dire il faut attendre 10 ans avant d'être considéré comme un habitant de cette ville, à moins que ce soit ça la règle pour tout le monde dans la ville. Mais si c'est pas ça, je ne peux pas inventer une règle que pour lui. Donc, je reprends. S'il vient de l'extérieur, qu'il n'a pas le droit de venir, on est d'accord. Bon, c'est déjà un truc de bien. D'accord? Si il est chez lui et il veut ouvrir, même si chez lui c'est collé à mon magasin, est-ce qu'il a le droit ou pas de venir
ouvrir dans sa maison un magasin concurrent qui est collé à mon magasin. Ça, c'est une marque loquette entre Rav Huna et Rav Huna Bered et Rav Yoshua. Rav Huna nous dit la chose suivante. Même s'il est chez lui, étant donné que moi j'ai déjà ouvert mon magasin, ça lui empêche lui le droit de faire sa profession même chez lui. D'accord. Et d'après Rav Huna Bered et Yoshua, il dit non, tant qu'il est chez lui, qu'est-ce que tu veux lui dire? Il a le droit de faire ce qu'il veut. D'accord. Qu'est-ce qu'on a vu aussi dans cette Gemara? On a vu que, a priori, que tous les cas dont on parle, Rav Huna Bered et Yoshua, etc., c'est dans un cas avec des marchands dans lequel, et le premier n'est pas sûr d'avoir ses clients, d'accord, et le deuxième n'est pas sûr de les lui piquer, d'accord. Mais dans un cas où, ou bien le premier c'était des clients, ils ne pouvaient pas partir de chez lui, ils étaient loqués chez lui, d'accord, et le deuxième est venu et a cassé le contrat pour venir lui piquer les clients. Alors dans ce cas-là, on sera dans un cas clair de vol, c'est le cas des poissons, ou bien dans le cas où le deuxième va faire quelque chose qui va venir happer les clients, et bien là aussi on sera dans un cas clair de vol et de dommage, et donc ce sera un cas qui sera interdit. C'est aussi le cas des poissons d'après les autres explications. Alors, on va poser la question s'il trouve un local pas cher. Alors ok, on va voir après dans la Chal et Maaseh, qu'est-ce qui se passe? Parce que si le deuxième, mais c'est la même chose, la question qu'on va poser, c'est imaginons que lui il habite pas là, mais il a trouvé un super local, le local ses rêves, une super affaire juste à côté de mon magasin. Bah écoute, la réponse sera la même chose. Ce serait la même chose. S'il vient d'une autre ville, je dirais, t'as pas le droit de venir. Parce que la question n'est pas tellement de dire si c'est une bonne affaire ou pas une bonne affaire. Je suis sûr que c'est une bonne affaire pour toi. Mais toi, tu me fais un dommage, t'as pas le droit de venir du bout du monde pour venir me prendre mon argent. Il y a plein d'endroits dans le monde pour gagner de ta vie. Il y a plein de business, il y a plein d'endroits avec ça. Pourquoi tu vas venir t'installer? Encore une fois, on parle d'une ruelle. D'accord? On n'est pas en train de parler de l'allée centrale. On verra après dans le cas tout de suite. Un endroit qui est un endroit où tout le monde vient, etc. Mais dans une ruelle, qu'est-ce que tu vas venir t'installer juste à côté de chez moi? Ah, c'est une super occasion. Bah oui, mais tu peux pas faire une super occasion et le faire sur mon dos. D'accord, alors on continue. La Gemara, on tourne la page. D'accord. Ah, alors excuse-moi, juste, je continue en bas. Ok, je vous la fais vite cette petite question. Amar Rav Yosef, ou Modé Rav Huna, Bemikre des Dardaki, Delo Matzi Merakev. D'accord, donc il dit la chose suivante. Il nous dit la chose suivante. Rav Yosef, il dit que même Rav Huna, vous vous souvenez Rav Huna qui disait que le premier peut toujours empêcher l'autre même s'il est chez lui. Il est d'accord que si le premier, c'est quoi son travail? Son travail, c'est d'être Rav. Il est rabbin. Oui, il enseigne aux enfants la Torah. Il n'aura pas le droit d'empêcher au deuxième de venir enseigner aux enfants la Torah. Il dit, mais attends, mais tu es en train de me prendre ma parnassa, les enfants ils étudient que chez moi. Il dit non, il ne pourra pas l'empêcher. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le deuxième rabbin, en ouvrant son institut rabbinique, sa yeshiva, a collé à la première. Et on posera la question des synagogues, d'accord? Je sais qu'il y a quelques personnes du 16e, parce que j'ai fait ce cours, je parlais avec des gens qui venaient un peu de là-bas. D'accord? Il m'a dit, mais attends, mais moi, ce qu'on a fait, on a ouvert une autre synagogue juste à côté de la première synagogue, etc. Mais c'est une vraie question. On va poser la prochaine fois qu'on verra les cas concrets, la question notamment de savoir est-ce que je peux ouvrir une synagogue à côté d'une autre. Parce que quand j'ouvre une synagogue à côté d'une première, je vais a priori prendre certains des gens qui priaient dans la première synagogue et donc qui donnaient de l'argent à cette première synagogue, les mettre dans la nouvelle synagogue, et donc je suis en train de venir enlever la parnassa de la synagogue, l'insuffisance de la synagogue, et en tout cas la question se pose de savoir si ça va être ou non permis. Mais quoi qu'il en soit, a priori dans ce cas-là, dans le cas d'enseignement de la Torah, nous dit dans ce cas-là, le premier n'aura pas le droit d'empêcher le deuxième parce que le fait qu'il y ait deuxième, kinat sofrim Tarbe Chorma. Le fait qu'il y a plusieurs sages, ça va faire que comme lui, il va dire, oh là là, mais attends, si je suis pas au top, si je connais pas bien tout par cœur, ils vont voir que lui, il est plus intelligent que moi, et ils vont tous lui envoyer leurs enfants étudier chez lui. Ah mais non, moi j'ai pas envie de perdre ma parnassa. Alors il faut que, j'ai pas envie de passer pour un idiot. Il va réviser, étudier, être le meilleur rave du monde pour qu'il parte pas. Donc au fond, dans ce cas-là, c'est vrai que la venue deuxième peut venir faire un problème de parnassa, mais pour le bien spirituel du peuple juif, on ne dit, bah non, nous, le bien du tzibour, dans ce cas-là, il passe devant. Quoi qu'il en soit. Alors, Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Encore un cas où Rav Huna et Rav Huna Bered et Yahushua sont d'accord. C'est dans un cas où ils sont d'accord sur savoir si on peut ou non empêcher. Berochalim Amarzirim Be'ayarot Delo Matzim Eakev. Oh. Là, il y a un cas où tout le monde est d'accord. C'est quoi? C'est le cas d'un marché. Jusqu'à maintenant, de quoi on parlait? On parlait d'un cas d'un petit vendeur local qui vend, donc j'ai un marchand qui vend, j'ai mon ensemble de clients, j'ai ma clientèle et, alors soit parce que c'est physique, soit parce que je suis sur une niche. Je suis sur une niche, j'ai ma clientèle, personne ne vient ici et c'est moi et c'est mes clients et on se connaît, il n'y a pas de truc.
Donc, qu'est-ce qui se passe si c'est plus une niche? Je suis sur l'allée centrale je suis sur les Champs-Élysées, et il y a des gens du monde entier qui viennent, qui achètent, etc. Maintenant, moi, je viens et je suis un Chinois, et un Chinois, il veut venir vendre aussi des objets aux touristes sur les Champs-Élysées. Nous dit là-dessus, dans ce cas-là, il ne pourra pas, le premier qui est déjà installé, ne pourra pas empêcher aux vendeurs ambulants de venir déambuler et vendre sa marchandise. Pourquoi? Tout simplement parce que, la même manière que toi en tant que vendeur, tu acceptes que les gens du monde entier viennent acheter dans ta rue, donc tu ne peux pas dire c'est mes clients. Tu peux pas dire c'est mes clients, pourquoi? Ils viennent de Chine. Tu veux dire quoi? Mes clients, les clients viennent de Chine, ils appartiennent à celui qui a son magasin sur les Champs-Élysées? Non. C'est des clients qui, a priori, toute l'année achètent plein de trucs dans leur magasin en Chine. D'accord? Donc là, concrètement, ils viennent ici. De la même manière que tu ouvres tes frontières pour ces clients, en comprimé, ces clients ne sont pas tes clients. Donc tu ne peux pas non plus empêcher d'autres vendeurs venir vendre à ces clients qui sont en fait pas tes clients, mais qui sont des clients de tout le monde. D'accord? Ok. Ok. Nous dit la chose, on parle d'un cas qui est clair. Donc là, la Gemara, je vous la fais rapidement, pas besoin d'entrer dans les mots, mais elle nous dit deux choses. On parle du jour du chouk, donc c'était le jour du marché où les gens venaient des autres villages pour venir. Donc dans le cas des Champs-Élysées, c'est tous les jours le chouk, parce que tous les jours il y a des gens qui viennent de l'étranger pour venir acheter sur les Champs-Élysées, premièrement. Deuxièmement, il a le droit de vendre sur les Champs-Élysées, mais il n'a pas le droit de venir parce qu'il est venu sur les Champs-Élysées pour vendre aux touristes, après de commencer à prendre sa marchandise et aller rentrer dans les ruelles. Parce que, on dit d'accord, dans l'allée centrale, dans la place du marché, là, au fond, tout le monde vient, donc tout le monde peut vendre, mais ça ne donne pas le droit d'entrer dans toute la ville, etc. D'accord? Donc, on est arrivé à la fin de la Gemara. Attendez, excusez-moi. Ok, donc c'est arrivé à la fin de cette Gemara. D'accord? Donc de là, on a appris, on a essayé de faire les choses au clair. Si c'est pas clair, j'essaierai de vous envoyer de toute façon un tableau récapitulatif. Mais là, on a déjà compris certaines choses. Donc on a cette grande discussion entre Rav Huna et Rav Huna Bered et Rav Yoshua, de savoir est-ce que, et c'est ça en fait la question qui va être la nôtre, et après on va voir qu'on parlera de la lara concrète, de savoir comment est-ce qu'on définit ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les règles elles sont plus exactement, les gens sont mobiles, il y a internet, on bouge à droite à gauche, on peut ouvrir des magasins où on veut, etc. Donc il faudra voir, et notamment comment est-ce qu'on fait d'après la loi du pays, parce que la loi du pays elle permet, est-ce que si la loi du pays le permet, moi j'ai le droit d'aller contre la loi du pays en disant mais d'après la Torah c'est interdit? On va se poser aussi la question. Quoi qu'il en soit, la question qui va nous apporter ici, c'est de savoir qu'il y a une personne qui a ouvert un magasin, l'autre en ouvrant sa profession va venir lui causer du dommage, mais d'un autre côté, l'autre, il n'est pas un méchant gars. L'autre, il est chez lui, il veut ouvrir un truc, il n'est pas venu chercher pour dire « Ah, tiens, je vais te courir après, je vais te enlever ton argent. » Il dit « Moi, j'habite ici, qu'est-ce que tu veux? C'est ma profession, j'habite ici, il faut que je vais aller dans une autre ville pour faire ma profession. » Bah non, dans l'autre ville, ils vont me dire « T'as pas le droit de venir chez nous pour nous faire. » Donc, j'habite ici, c'est ma profession, je suis médecin. J'habite, je sais pas, au Pas-de-Calais, bah, je vais être médecin au Pas-de-Calais, tu peux pas m'obliger à être médecin en Sardaigne. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, regardons. Regardons le Chidusha à Ramban. D'accord? Donc Ramban, c'est un des grands Rishonim. Écoute bien ce qu'on dit le Ramban. Donc on va voir comment est-ce qu'on tranche la halakha entre Rav Huna et Rav Huna Bered et Yoshua. Est-ce qu'il peut ou non empêcher le concurrent de venir offrir le même service à côté? Ou Pasco à Géonim. Donc les Géonim, c'est qui? C'est très important. Au passage, on apprend un peu l'histoire de la transmission de la loi orale. Moi, je vous ferai peut-être un cours sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, de savoir que on est sur de la Mishnah. La Mishnah, on est entre moins 500, moins 300. On est avant l'ère vulgaire. La Gemara, on va s'étendre jusqu'à plus 300 de l'ère vulgaire. Ensuite, de environ plus 300, 400 jusqu'à l'an 1000, jusqu'au début du Moyen-Âge. D'accord? On a une longue période comme de 700 ans, d'accord? Qui va s'appeler les Géonim. Les Géonim, ce sont quoi? Ce sont une période où il y avait encore cette transmission de la loi orale qui était celle de la Gemara, c'est-à-dire que la Gemara le Talmud a été déjà compilé, mais les sages étaient encore des sages qui étaient encore reliés à l'époque d'avant. Et il y avait, donc les Juifs étaient un peu exilés, il y avait dans chaque pays, il y avait comme vous voyez le grand rabbin. Il y a le grand rabbin d'Irak, le grand rabbin d'Iran, le grand rabbin du Maroc, d'accord? Et ces gens-là s'appelaient les Géonim, et notamment aujourd'hui c'est magnifique parce qu'il y avait des communautés qui étaient éparpillées un peu partout. Quand elles avaient des questions difficiles, elles envoyaient les questions à ces Géonim qui leur répondaient par écrit. Et aujourd'hui encore, on a les lettres
écrite de réponse des responsables des Géonim. D'accord? Donc, le Ramban vient et rapporte comment ont tranché les Géonim par rapport à cette Gemara. D'accord? Ou parce que Géonim, ils ont tranché les Géonim, Kerav Una Bere de Yoshua, ou Pligé de Ravuna. D'accord? Là, écoutez bien, nous dit le Ramban que les Géonim, donc c'est notre chaîne, notre source de chaîne de transmission, d'accord, ont tranché comme Ravuna Bere de Yoshua. Je vous rappelle, c'était le deuxième avis tout en bas qu'on a vu à la fin, qui disait que il ne peut pas empêcher quelqu'un d'autre de faire son métier chez lui. D'accord? Donc si l'autre habite, c'est un local, c'est un local, il fait ce qu'il veut là où il habite. D'accord? Ça c'est l'avis de Ravuna Bere de Yoshua, et c'est comme ça que tranchent les Géonim et que tranche le Ramban. Pourquoi? Tout simplement parce que on avait dit que cette question de savoir s'il peut arrêter ou pas, empêcher l'autre ou pas, c'est une marloquette. C'est une marque Tanaïm entre les sages et Rabbi Shimon ben Gamliel. Et on a une règle très simple qui s'appelle Arke Rabim Leatot. On va selon Halacha Ke Rabim. La Halacha, elle va selon la majorité. Donc comme c'est les sages contre Rabbi Shimon, qui est Rabbi Shimon ben Gamliel, qui est un grand sage, mais qui est un contre la majorité, alors la Halacha est comme la majorité. Et c'est l'avis de Rav Huna Bere de Yoshua qui nous dit que la Halacha et qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de venir ouvrir un magasin. Alors, dans quel cas, on a dit, s'il vient de l'étranger et qu'il vient pour venir chez moi, ça veut dire que dans tous les cas, d'après tous les avis, on a le droit de l'empêcher. D'accord? Sauf si c'est un jour de chouk où de toute façon le marché est ouvert. Mais s'il vient dans mon petit village où personne n'arrive, dans ce cas-là, j'aurai le droit. D'accord? Mais s'il habite là, la halacha est tranchée d'après le Ramban, comme Rav Huna Bere de Yoshua, qui nous dit qu'il ne pourra pas l'empêcher, le deuxième aura le droit d'ouvrir son marché. D'un côté, il y a un autre sage. Il y a un autre Rishon qui vient créer la chose. Écoutez bien. Le Mordechai, alors c'est une question entre les Ashkenazim et les Sfaradim, est-ce qu'on dit le Mordechai ou le Mordechai? En tout cas, le Mordechai nous dit la chose suivante. Umaboy asatun migimel zdadim. Rak betzad achad ikansu lo veda reuven etzel sofo asatun. Imaginons, il y a une ruelle, d'accord. Alors je sais pas si je vous le fais bien, mais elle a cette forme-là, d'accord. Bon, comme ça va bien. Cette forme-là, d'accord. C'est-à-dire que on peut rentrer par là, mais c'est tout. Après c'est une impasse. Et il y a Reuven, où est-ce qu'il habite? Il habite tout au fond. Il habite tout au fond de la ruelle, d'accord. Et il a ouvert son magasin. Ou Bashimon, il y a un autre juif qui habite dans la même ruelle. Ladour keneged atzad apatouach. Il vient s'installer où? À l'entrée de la ruelle. Maintenant, nous dit le Mordechai, ce cas-là, il est spécial. Pourquoi? Parce que c'est pas de dire que l'un, ils sont l'un en face de l'autre. C'est que si Shimon, il vient ouvrir son magasin à l'entrée de la ruelle, a priori, plus personne n'arrivera jusqu'au bout de la ruelle pour voir ce qui se passe chez Reuven. Donc le Mordechai nous dit la chose, écoutez bien. Nire de Yachol et Akev alav ke de Rav Huna. Vient le Mordechai, nous dit, il peut l'empêcher comme l'avis de Rav Huna. C'est-à-dire, dans le premier qui a dit qu'il peut l'empêcher. Ayen, il dit ça, Metian Chavero, et j'ai cherché quelqu'un qui était d'accord avec moi, c'était un autre Rishon qui s'appelle Avi Yasaf. D'accord? Yasaf était connu notamment dans les Chot Nida. Quoi qu'il en soit, le Mordechai, donc, lui vient et nous dit la chose suivante, nous dit, je ne sais pas s'il est d'accord ou pas avec le Ramban, de savoir si de façon générale, il faut être possèque, qu'on tranche comme l'avis de Rabbi Yehoshua, comme Rav Huna, Bere de Yoshua, qui dit que l'autre a le droit d'ouvrir son magasin et que le premier ne peut pas l'empêcher. Je ne sais pas ce qu'il parle dans le cas général, mais en tout cas dans ce cas particulier là, nous dit là-dessus, il veut trancher comme Rav Huna, parce que, étant donné que, et là c'est moi qui vous le rajoute, d'accord? Mais on comprend bien, c'est pas la même chose si un est là et l'autre vient s'installer en face, et si un a entre guillemets une mauvaise place, mais tant qu'il y a personne, sa mauvaise place elle est bonne, on s'en fiche qu'il soit, c'est quoi? Parce qu'il faut faire 30 mètres de plus, c'est pas un problème. Mais si l'autre vient et ouvre en début de rue, alors là, il bloque complètement l'accès quasiment des clients au magasin du premier,
Et là, c'est pas juste qu'entre guillemets, qu'il offre une nouvelle possibilité au client, c'est qu'il vient d'une certaine manière, il bloque complètement l'accès. On ne voit même plus le problème parce que personne ne va aller jusqu'au bout pour aller voir le magasin. Et donc là, il y a un autre problème. Écoutez ce que nous dit le Rimigash, qui est aussi un Rishon. Écoutez bien. Donc lui, il ramène la Gemara, je vous la fais vite. Malachikim mitsudadag minadag. Il faut éloigner, on avait dit, éloigner l'infilé des autres, un pêcheur des autres pêcheurs. Kelomar, Malachikim mitsudatagag mitsudadayag acher kemlo ritzatadag bamaim. Alma mati amarle hay dayag le chavre kapasak le lechiyute. Ou meakev ale. Donc il dit que le premier qui a mis son filet peut dire au deuxième, tu es en train de me voler ma parnassa, va-t'en d'ici et je ne veux pas que tu mettes ton filet à côté de mon filet. Achanami, matsi amarle, kapasak le lechuyute meakev ale le mukile rechaye, gabe chayedile. Il ramène donc c'est ce que nous dit la Gemara. La Gemara avait voulu essayer de prouver cette histoire des poissons. Ce que a dit Ravuna, que on peut empêcher l'eau de venir proposer le service de meule à côté de mon service de meule dans la même rue. Vedachinan. Et la Gemara a repoussé cette similitude, cette preuve, parce que elle a dit des shani dagim, des hade sayara, parce que les poissons, c'est pas comme des êtres humains, on avait expliqué déjà au début, que les poissons, quand je leur mets un appât, ils sont happés par l'appât, d'accord, c'est un appât, d'accord, et pas comme un client qui, au fond, a son libre arbitre. Écoutez bien ce que maintenant, donc ça c'est la Gemara. Moi, écoute bien ce que le Rémigash on apprend. Kelomar. Meshalchin shiluchim lirot im yesh sham metzudat imlav. C'est-à-dire que quand, avant d'envoyer les pêcheurs, ils vont devoir regarder d'abord est-ce qu'il y a déjà des filets ou pas. S'il y a des filets, ils disent on n'y va pas. Vekesheroin metzudat arishona. Ah, excusez-moi. Pas du tout, excusez-moi. Pardon. Les poissons, ils sont organisés ils sont organisés. Avant d'aller quelque part, ils font attention à savoir s'il y a ou pas des filets. Ils envoient des explorateurs poissons pour voir s'il y a des filets. S'ils voient qu'il y a des filets, ils vont pas là-bas. Kesheroim metzudat arishona, yodaim sheyesha metzudot arbe, uborchim, meotom akom. Lorsque les explorateurs poissons voient des filets, le premier filet, ils vont dire alors qu'on voit un poisson, attention filet, et tous les filets s'enfuient. Ve'en nichnasim elav klal. En gros, le Rimigash, il explique comme ça, il dit c'est quoi le problème? Pourquoi dans le cas du pêcheur, il peut empêcher les autres pêcheurs de mettre le mettre leur filet? Parce que, imagine moi j'ai mon filet qui est là, d'accord? Et les poissons vont venir doucement, et quand ils vont voir qu'il y a un filet, trop tard, je les prends, d'accord? Mais si, toi tu viens et que tu mets ton filet là, et que tu mets ton filet là, quand ils vont voir ton filet à toi, ils vont comprendre que ça sent le roussi, et ils vont tous s'enfuir de là. Donc en fait, avec vos filets, vous mettez des preuves pour les poissons qu'ici c'est une zone de pêche. Et donc, vous allez faire une chose que les poissons ne vont même pas rentrer dans cet endroit où j'ai mis mes filets. Et donc, c'est pas que vous allez on va peut-être partager les poissons. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous faites fuir tous les poissons. Écoutez. Mefsaktele, les chiyute, les gamre. À ce moment-là, dans le cas du pêcheur, il lui enlève toute sa parnassa. Parce que tous les poissons disparaissent par la présence des nouveaux filets. Aval, elu lo have yahave sayara, velo havu borchim meoto makom, shenimsa shemo, shelo neachaz, beota metzuda, אפשר שילכו בזו המצודה האחרת, כמו ברכיים, שאפשר שיהיו מקצת אנשים טוחנים בזה ומקצת טוחנים בזה. ולא מסתכלי לחיות כלל. Alors il dit la chose suivante. C'est quoi la différence qu'il y a entre le cas des poissons et le cas du marchand? C'est pas que dans le cas du marchand comme Rachi, dans le cas du marchand il n'est pas sûr que les clients vont venir chez lui, alors que dans le cas du poisson le premier, il était sûr qu'il allait les attraper. C'est pas ça, il dit non. La différence, écoutez bien, et ça va me faire une différence dans la halakha. J'ai le droit de venir faire concurrence pour venir, d'une certaine manière, réduire la parnassa de l'autre. D'accord. L'autre, il était un grand riche, mais on lui a donné un petit riche. Est-ce que tu veux que je te dise, Coco, c'est la vie, tu peux pas tout garder pour toi, ça. Il y a la parnassa, il y a de la place pour deux. Mais si je fais quelque chose qui va le mettre l'autre à la rue, là, la Torah, elle vient te dire, tu fais pas ça. Vient le Rimigash, il dit, c'est ça la différence. De venir faire un truc qui va réduire sa parnassa, ça s'appelle business is business. Toi, tu as besoin de vivre, moi j'ai besoin de vivre, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
je ne fais pas pour être méchant contre toi, mais moi aussi je dois vivre. Ça, elle dit, on ne peut pas t'empêcher. C'est possible que peut-être que c'était un tzaddik, tu ferais autre chose, mais au niveau de la loi stricte, on ne peut pas t'empêcher. Maintenant, si je viens et que je fais un truc qui va te mettre à la rue, qui va te faire fermer ton magasin, alors dans ce cas, je n'aurai pas le droit. D'accord? Donc on reprend un petit peu ce que nous ont dit là pour l'instant nos Rishonim. D'accord? On l'avait déjà senti un petit peu. Alors, on vient de m'écrire, on ne peut pas savoir à l'avance. Si on peut savoir à l'avance, c'est ça toute la question. C'est que si je ne peux pas savoir à l'avance, eh bien dans ce cas-là, ça s'appelle de la concurrence, et ça s'appelle que je rentre, et peut-être qu'ils vont tous venir chez moi, peut-être qu'ils vont tous venir chez toi. Peut-être que moi je vais devoir fermer mon magasin parce qu'ils vont pas venir chez moi, c'est une chose. Mais dans le cas des poissons, en mettant mon filet, je sais que tout le monde va fuir. Donc si je fais quelque chose qui est sûr qu'il va t'enlever les clients, c'est quoi sûr? Presque sûr, on n'est jamais sûr de rien, on a dit. Mais a priori, d'après la loi de nature, ce truc-là, c'est impossible. D'accord? Je saute un petit peu pour la Khalema assez, d'accord? Mais on va penser. Si je fais une promo, d'accord? Je fais une promo. Alors, on est dans un cas comme le cas des bonbons aux enfants. Vous vous souvenez le cas des bonbons aux enfants? Il a dit de la même manière que toi, tu donnes des bonbons, toi, t'as qu'à donner des bonbons. D'accord? Moi, je fais une promo, moi, je fais un beau magasin. Alors c'est peut-être que ça va attirer les clients chez moi, mais un, c'est pas du 100%. Et de deux, toi aussi tu peux aussi faire un beau magasin, d'accord? Donc j'ai le droit de faire des choses pour attirer les clients, d'accord? Là on parle d'un cas où je suis déjà présent. Mais, ou si je joue un magasin, hein, bon peut-être qu'ils vont venir chez moi, qu'ils vont venir chez toi. Mais si, par exemple, je fais quelque chose, par exemple, je casse les prix. Imaginons, d'accord? Je vends à perte. Ok, alors à part que c'est interdit par la loi du pays, d'accord, je pense quasiment tous les pays du monde. Mais imaginons, je suis dans un pays, je sais pas, en Chine, peut-être c'est pas interdit, d'accord, j'en sais rien. Est-ce que j'ai le droit de vendre à perte? La question est la suivante, c'est que en vendant à perte, c'est pas de dire que peut-être les clients ils vont venir chez moi et peut-être ils vont venir chez toi. Si je vends 80% moins cher que toi le même produit, alors il y a peut-être des produits qui sont spéciaux, ou si par exemple c'est pas un produit que je vends mais c'est un service. Il peut y avoir des grands écarts entre les services, mais tu dis mais c'est pas le même service. Peut-être que ce service-là, il est moins cher parce que lui, il fait du mauvais service, c'est une chose. Mais si je vends des boîtes de conserve, ou si je vends la même chose que toi, c'est-à-dire lui, c'est des boîtes de conserve de sauce tomate Auchan, et lui, c'est des boîtes de conserve sauce tomate Auchan. La même chose. D'accord? La même chose. Un, il le vend 10, l'autre, il le vend 2. Excuse-moi, au bout d'un moment, ils sont l'un à côté de l'autre. Bah, le deuxième, il a tué le premier. Donc, nous dit la chose suivante, nous dit le Rémi Gash, que si je fais quelque chose qui va complètement t'enlever toute ta clientèle et t'empêcher de gagner ta vie, et bien dans ce cas-là, même Ravuna Beredei Rabbi Yoshua, qui disait que de façon générale, je ne peux pas empêcher une personne d'ouvrir son business chez lui, et bien dans ce cas-là, on n'est pas dans un cas dans lequel il y a la discussion entre Ravuna et Ravuna Beredei Yoshua, mais qui est dans un cas de la baraita à propos des poissons, qui est un cas où je vais lui enlever toute sa parnassa, et un cas où je vais lui enlever toute sa parnassa, et bien dans ce cas-là, je ne pourrait pas le faire. Ça ressemble à quel cas? Ça ressemble au cas du Mordechai, qu'ils avaient dit, le cas où l'un se mettrait à l'entrée de la ruelle et donc bloque complètement l'accès de la ruelle à l'autre et personne ne va voir ce qu'il se passe chez lui. D'accord? Ok, alors, je dois faire rapidement parce que ça fait déjà 1 heure qu'on étudie. La prochaine fois, on reprendra tout ça rapidement. D'accord. Le Shulchan Aruch va trancher comme l'avis de Rav Huna Beredei Yoshua, comme dit le Ramban, comme les Géonim, que, a priori, halakha, comme on a dit, s'il vient de l'extérieur, je peux l'empêcher. S'il vient de l'intérieur, qu'il est ici, je n'aurai pas le droit de l'empêcher, il aura le droit de faire ce qu'il veut, il est chez lui, il a le droit de faire ce qu'il veut, et même si je ne suis pas d'accord. Maintenant, la question qui va se poser, c'est qu'en est-il du cas, on a vu ce Chidouche dans les Rishonim, du cas où l'autre va faire quelque chose qui va l'enlever complètement la parnassa au premier, ou faire un truc que l'autre peut, impossible pour l'autre de s'en sortir avec un truc comme ça. On avait vu le Rémi Gash et le Mordechai qui avaient l'air de dire que c'est interdit là-dessus. Alors venez, on va juste prendre, je saute un petit peu, le Bet Yosef. Alors pour que tout le monde comprenne qu'est-ce qui est quoi, c'est qui le Bet Yosef? Excusez-moi. Ok, c'est qui le Bet Yosef? Le Bet Yosef, c'est le même monsieur, Rabbi Yosef Karo, qui a écrit aussi un livre qu'on connaît bien qui s'appelle le Shulchan Aruch. D'accord? Donc le Bet Yosef, c'est un livre qu'il a écrit sur un autre livre qui s'appelle Le Tour. On pourra en parler encore une fois, ce serait bien de faire de l'ordre là-dedans, qu'on sache un peu qui est qui, le who des poskim, comme ça on comprend comment ça marche. Je pense qu'on devrait faire un cours là-dessus. Quoi qu'il en soit, le Bet Yosef, avant d'écrire son livre le Shulchan Aruch, il a d'abord écrit un livre de Bet Yosef qui va réfléchir à chaque question, est-ce que c'est ça, et il va amener les sources, ramener les Rishonim, ramener les Gemarot, etc. Et après, il va mettre dans le Shulchan Aruch que la conclusion. D'ailleurs, au passage, que a priori,
l'intention quand il a écrit le Shulchan Aruch, c'était de dire qu'on devait étudier le Bet Yosef d'abord, et après lire le Shulchan Aruch juste pour se rappeler le Bet Yosef. C'est un peu les footnotes, je sais pas les footnotes, les moyens mémotechniques pour s'en rappeler, et on devait le lire tous les 30 jours. Alors ça peut paraître très compliqué de lire tous les 30 jours. Le Rav Mordechai Eliyahu, tous les 30 jours, il finissait tout le Shulchan Aruch. Quoi qu'il en soit. Donc le Bet Yosef, il va ramener Katoub et Mordechai. Ah, super. Le Mordechai, vous vous souvenez, c'est le Mordechai qui parlait du cas de celui qui habite dans une ruelle tout au fond et l'autre il vient, il se met tout devant. Est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il n'a pas le droit? D'accord? Là-bas, le Mordechai avait dit, comme au nom du Avi Asaf, que on tranchait comme Rav Huna et on interdisait au deuxième de venir se mettre en début de la ruelle et de bloquer l'accès du premier. Katoub Mordechai. Umabori Asatum Mishloshat Zdadim. Donc cette ruelle qui est fermée de 3 côtés. Il reste qu'une entrée. רק בצד אחד ייכנסו לו ודע ראובן אצל סופו הסתום ובשמעון לדור כנגד הצד שאין הגוי יכול לילך אם לא ילך תחילה לפני פתח שמעון. Donc, si le premier magasin il est tout au fond de la rue et que le deuxième il veut ouvrir devant, qui fait que si on veut aller au fond de la rue on est obligé de passer d'abord par le premier, donc a priori personne ne pourra aller chez le deuxième. Là-dedans on avait dit on demande qui de yachol le'akev alav kedei Rav Huna, il pourra l'empêcher d'ouvrir comme l'avis de Rav Huna. Et ça c'est là aussi, et c'est le Avi Asaf, un autre Rishon qui est posé comme ça. Vechen kata be'agot maimon. Il y a un autre endroit dans l'Agot maimon qui dit la même chose. Venire devi Asaf savar delo ke Rav Huna bere de Rav Yoshua. Veimken le didan le kaimalan ke Rav Huna bere de Rav Yoshua lo matzi me'akev alav. Le Shulchan Aruch dit la chose suivante. Pourquoi est-ce que il vient le Avi Asaf, le Mordechai, interdisent aux nouveaux de venir s'installer en début de rue? Parce que eux, ils pensent que la halakha est comme Rav Huna, qui de façon générale interdit toujours à un concurrent de venir ouvrir même s'il habite là. Donc, étant donné que nous, on n'est pas d'accord, on ne tranche pas comme ça, que nous on tranche comme Rav Huna, Bered et Rav Yoshua, qui dit qu'on ne peut pas empêcher un concurrent qui habite là, eh bien, il n'y a pas de différence s'il y a 3 entrées, 2 entrées, 2 entrées, un truc, etc. Lui, le Bet Yosef, il ne fait pas du tout de différence. Il dit pourquoi est-ce qu'ils lui disent qu'il peut l'empêcher? Parce qu'ils sont posés comme Rav Huna. Mais nous, on n'est pas posés comme Rav Huna. Donc leur avis est très gentil, mais à nous ne change rien parce que de toute façon, nous, on ne tranche pas la halakha de la même manière que eux. Ça, c'est comme ça qu'on prend le Bet Yosef. Maintenant, il y a toujours, dans tous les livres, imprimé à côté du Bet Yosef, il y a Darkei Moshe. C'est qui le Darkei Moshe? Le Darkei Moshe, vous savez, pour ceux qui connaissent encore une fois, il faudra vraiment qu'on mette de l'ordre là-dedans. Mais on a le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch a été écrit par le Rabbi Yosef Karo. Il a été écrit a priori d'après les décisionnaires séfarades. Au même moment, il y avait un grand rave qui habitait en Pologne, d'accord, qui s'appelait Rabbi Moshe Isserles, le Réma. Le Réma a voulu faire la même chose pour les Ashkénazes. Sauf que, il a dit c'est pas joli, on va pas faire 2 livres, etc. Donc au lieu de faire un autre livre, je vais faire, lui il a fait la Shulchan Aruch, il a fait la table dressée. Moi je vais juste écrire des gloses, des petits commentaires des petits ajouts sur son livre qui s'appelait la Mappa, la nappe. C'est juste, tout ce qu'il fait c'est super. Moi je suis d'accord avec lui sur quasiment tout, mais il y a des petites choses où nous les Ashkénazes on fait pas comme lui, donc je vais venir rajouter. Donc de la même manière qu'il est venu sur le livre où on met juste la halakha, qu'est-ce qu'il faut faire, faites ceci, faites pas cela, il est venu mettre ses petits commentaires. Alors sur le livre des explications du Bet Yosef de pourquoi est-ce qu'on va faire comme ça, du Shulchan Aruch, lui il a écrit son livre aussi qui s'appelle le Darkei Moshe. Alors regarde ce qu'il dit de Darkei Moshe. Ve'en halakha ken, et là que des rabbis, que livré revuta, des paskou, des lo ke Rav Huna. Alors suivant. Ve'le'anun da'ati, nire de gam Rav Huna, bere de Rav Yoshua, modé, behai dina de chanut, d'Aï Shimon Yoshem Petach. Il dit la chose suivante, le Bet Yosef, donc le Shulchan Aruch, lui il pense quoi? Il pense que le Mordechai, le Avi Asaf qui interdisent à Shimon de venir se mettre au milieu. Pourquoi est-ce qu'ils l'interdisent? Parce qu'ils tranchent comme Rav Huna qui interdisent toujours à un compétiteur de venir. Et donc nous on n'est pas d'accord avec eux, donc leur avis est rejeté. Le Darkei Moshe dit non, moi je comprends pas comme toi leur avis. Ils sont d'accord que de façon générale, la halakha est comme Rav Huna Bered Rav Yoshua, qui est qu'on ne peut pas empêcher un concurrent de venir. Ça, ils sont d'accord. Mais ils t'ont parlé pas de n'importe quel cas, ils t'ont parlé d'un cas spécial. C'est quoi le cas spécial? C'est un cas où quoi? Où l'autre va venir lui couper complètement sa parnassa et il n'y a aucune chance pour celui qui était avant.
Et que dans un cas où il n'y a aucune chance, vous vous souvenez, on a déjà parlé du Rimigash qui dit qu'il a fait cette différence, que dans un cas où il n'y a aucune chance pour le premier, c'est un cas comme le cas des poissons. Et même Ravuna Bered Yoshua, il est d'accord que dans un cas extrême comme ça, où l'autre il va lui tuer toute sa parnassa, il a le droit de l'empêcher. Donc là, on a une marque loquette entre le Shulchan Arour, les Sfaradim, et le Réma, les Ashkenazim, de savoir, d'accord, dans un cas normal, qui ne peut pas l'empêcher, tout le monde est d'accord. La halakha est comme Ravuna Bered Yoshua. Super, ça on a bien compris. Par contre, dans un cas où l'autre ferait quelque chose qui va complètement le pourrir le premier, est-ce qu'il pourra ou non l'empêcher? Ce serait une marque loquette, a priori, entre le Shulchan Arour et le Réma. Et donc, c'est une question très importante, les Maasé. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est déjà installé dans un business, et moi je veux venir parce que, par exemple, j'ai une patente, parce que moi, par exemple, j'ai un nouveau truc qui va faire, qui va complètement mettre l'autre à terre, ou parce que, par exemple, l'autre c'est un petit marchand, mais moi j'arrive, j'ai des poches profondes, moi je peux casser les prix, moi je peux faire de la pub, moi je peux faire des trucs. Lui, il le fait, son petit truc, etc. Le grand cas, d'accord, qu'on va avoir, c'est les chaînes de gros. D'accord? Il y a une macolette, il y a un petit magasin. Et moi, je vais arriver, et moi, j'achète des quantités, je suis une chaîne nationale, j'achète des quantités 10 000 fois plus que lui. Donc, mes prix, ils sont cassés. Et donc, je peux vendre après cassé. Et en plus, j'ai des commis d'échelle, etc. J'ai tous les trucs bien avec moi. Toi, tu peux pas t'en sortir contre moi. Donc, je sais qu'en venant, je fais entre guillemets une concurrence qui n'est pas forcément déloyale, mais en tout cas une concurrence qui est fatale. Alors, la question va se poser de savoir si c'est oui ou non permis. D'après l'avis du Shulchan Arour, ça a l'air de dire, eh bien oui, il a le droit de faire ce qu'il veut, entre guillemets, il a le droit, et il fait son business, d'accord? D'après la revue du Réma, ça sera moins évident. J'en reste ici tout de suite avec vos questions, mais j'en reste ici pour l'explication. Comme ça, on a déjà bien mis les choses en place. Au prochain cours, on verra la halakha et la maasé. Je vous en prie, posez vos questions maintenant et envoyez-moi vos questions de halakha et j'enverrai Bineder toutes les questions. Celles que je peux répondre, je répondrai. Celles qui sont plus compliquées, je les enverrai soit aux gens du Rav Yosef, soit au Rav Asher Weiss, donc des gens qui ont largement les épaules pour y répondre.